Histoire de Marseille, c'est le podcast qui parle des petites histoires comme de la grande histoire de Marseille. Aujourd'hui, on plonge dans l'histoire d'un géant oublié sous nos pieds, ici en Provence, le tunnel du Rove. Le fameux plus grand canal souterrain du monde. Enfin, c'est ce qu'il était. Un record qui tient toujours d'ailleurs dans le livre Guinness. Un ouvrage monumental qui devait relier Marseille à l'étang de Berre. Mais bon, son histoire est, plein de rebondissements. On va explorer ça en s'appuyant sur pas mal de sources, des vieux articles de presse, le Petit Provençal par exemple, des archives de l'INA sur l'effondrement et puis des analyses plus récentes sur son impact, son avenir. Notre mission, si l'on accepte, comprendre ce projet fou, ses débuts, sa construction pharaonique, vraiment son effondrement aussi spectaculaire. Et la question qui fâche aujourd'hui, on en fait quoi? Surtout avec l'étang de Berre juste à côté. Alors, commençons par le commencement. Début du XXe siècle, Marseille est un grand port, mais il faut absolument le relier au Rhône par voie fluviale pour éviter la mer, le Mistral. Et puis, le train commençait à sérieusement concurrencer. Le rail prend de l'ampleur et il y a cet obstacle naturel, la chaîne de l'Estac. Impossible de passer par-dessus, donc l'idée c'est de passer dessous. Voilà, après plusieurs idées, on décide en 1903 d'un truc assez audacieux, un tunnel-canal carrément au niveau de la mer, donc pas besoin d'écluse. Et le chantier démarquant en 1911. Et là, on change d'échelle, c'est colossal. Les chiffres donnent le vertige. Plus de 7 km de long, 22 mètres de large, 15 mètres de haut. De quoi faire passer deux péniches de 1500 tonnes en même temps. Imaginez le volume de roches à sortir, 2,3 millions de mètres cubes, c'est énorme. Comment ils ont fait ça à l'époque? Avec quels outils? Alors, j'ai envie de dire explosifs. Marteau-piqueur dans des conditions terribles, du calcaire très dur, mais aussi des zones de marne. De marne, c'est quoi exactement? C'est une sorte d'argile calcaire très fiable et surtout très instable quand il y a de l'eau, et ils en ont eu de l'eau. Des infiltrations massives, ça devait être l'enfer pour les ouvriers. Jusqu'à 4000 personnes sur le chantier. Beaucoup d'immigrés espagnols, italiens et pendant la Grande Guerre, des prisonniers allemands, autrichiens. Les accidents étaient malheureusement fréquents. Malgré la guerre, ils ont quand même réussi à percer. La jonction entre le nord et le sud s'est faite en février 1916. Un gros symbole. C'était en mai, mais il a fallu attendre 1926 pour la fin des travaux et l'inauguration officielle en avril 1927 par le président Doumergue en personne. Et une fois ouvert, il a bien servi. Alors le trafic était important, du trafic marchandises. On parle de pics à 300 000 tonnes par an. C'était pas négligeable. Et même une navette pour les passagers entre Martigues et Marseille. Une petite croisière souterraine? Un peu, oui. Mais cette période d'exploitation, elle a été très courte finalement. C'est ça qui est incroyable. 36 ans, juste 36 ans, après toute cette peine, tout ce travail et patatras. En juin, en 1963, exactement la nuit du 16 au 17 juin, une partie de la voûte s'effondre sur une bonne longueur, 170, peut-être 200 mètres. Heureusement, c'est la nuit, pas de victimes. Par miracle, personne dans le tunnel à ce moment-là, c'est une vedette le lendemain matin qui a buté sur les débris où l'effondrement a eu lieu. Ce sont ces fameuses zones de marne qui se sont effondrées près de Gignac-Lanerte. Une section qui était déjà connue pour être problématique pendant la construction même. Mais si on savait que c'était fragile, pourquoi ça a lâché à ce moment-là? Et il y a eu un événement déclencheur, pas vraiment un événement soudain. C'est plutôt l'instabilité géologique intrinsèque de cette marne. Avec le temps, la circulation de l'eau souterraine a dû créer un petit vide, petit à petit sous la maçonnerie, et la voûte a fini par céder sous son propre poids. Ça a fait un sacré trou en surface aussi. Un cratère de 15 mètres de profondeur, 45 mètres de diamètre. Et depuis ce jour, le tunnel est fermé. Rideau. Et la question qui tue, pourquoi on ne l'a jamais réparé? Trop cher? Alors oui, le coût aurait été énorme, c'est sûr. Mais ce n'est pas la seule raison et c'est important. Dans les années 60-70, le monde avait changé. C'est-à-dire qu'il y avait le développement du grand port de Fos-sur-Mer, juste à côté, et puis les péniches devenaient plus grosses, standardisées au gabarit européen. Le canal d'Arles à Bouc était aussi en train d'être élargi. Donc le tunnel du Rove était devenu un peu dépassé, trop petit, moins utile, moins stratégique et sous-dimensionné pour le nouveau trafic. Donc l'incitation économique à réparer était faible. D'accord, mais cette fermeture n'a pas été sans conséquence, surtout pour l'environnement, l'étang de Berre notamment. D'abord, côté Marseille, au nord du bouchon, l'eau a stagné. Odeur, pollution, pas terrible, mais l'impact majeur, c'est sur l'étang de Berre, privé de cet afflux régulier d'eau de mer qui venait par le tunnel.
Et comme si ça ne suffisait pas, à partir de 1966, la centrale EDF de Saint-Chamas a commencé à déverser d'énormes quantités d'eau douce dans l'étang. Le cocktail parfait pour un désastre écologique. La salinité a chuté. L'étang a commencé à s'eutrophiser, c'est-à-dire une prolifération d'algues qui asphyxie le milieu. Et on a eu de l'anoxie, plus d'oxygène au fond, un vrai problème écologique majeur pour cette lagune. C'est ce qui nous ramène à aujourd'hui et à cette idée un peu folle de rouvrir le tunnel. Mais pas pour les bateaux cette fois, non. L'idée qui a émergé depuis dans les années 2000, c'est ce qu'on appelle la courantologie. L'objectif est purement environnemental. La courantologie, ça serait de pomper l'eau de mer côté Marseille et de l'envoyer dans l'étang de Berre via une conduite. On utiliserait le tunnel existant, mais en installant un tuyau ou une dérivation pour contourner la zone effondrée, une sorte de pontage ou de transfusion d'eau de mer pour aider l'étang à respirer. C'est l'image, oui, pour améliorer la circulation et remonter la salinité réoxygénée. Bref, essayer de restaurer un peu l'écosystème lagunaire qui a beaucoup souffert. Sur le papier, ça semble une bonne idée, mais ce n'est pas si simple. Quels sont les obstacles? Ils sont nombreux. D'abord le coût. Même pour une solution partielle comme ça, on parle de dizaines de millions d'euros. Les estimations varient, mais c'est un gros budget. Et qui paierait pour ça? Bonne question. Le financement, la gouvernance du projet, c'est complexe. Et il y a beaucoup d'acteurs locaux, régionaux, l'État, et puis il y a des craintes, notamment à Marseille. La peur que ça crée un courant inverse et que ça soit l'eau de l'étang de Berre, parfois polluée, qui vienne vers la rade de Marseille. Donc il faut des études d'impact très poussées. D'ailleurs, de nouvelles études devaient être lancées fin 2024. On est donc passé d'un rêve d'ingénierie pour le commerce maritime à un chantier pharaonique, à une exploitation courte, d'effondrement et maintenant peut-être d'outils de sauvetage écologique, mais d'outils controversés. Quel destin! C'est quoi une infrastructure pensée pour dompter la nature et servir l'économie qui, mis hors service par cette même nature et par l'évolution économique, pourrait finalement revenir au service de l'environnement? C'est une sacrée boucle. Alors voilà où on en est en effet. La question reste posée. Ce géant endormi, ce tunnel du Rhône, détient-il vraiment une clé pour l'avenir écologique de l'étang de Berre? Est-ce que cette réouverture partielle, juste pour faire circuler de l'eau, peut vraiment inverser des décennies de problèmes sans en créer un nouveau? Et au-delà de la technique et de l'argent, quelle valeur on accorde à la réhabilitation d'un tel monument juste pour un bénéfice environnemental? Ça pose question sur nos priorités. Beaucoup de questions en suspens. De quoi continuer à réfléchir longtemps après la fin de cet épisode.